mecs ne font absolument rien. Enfin, c'est abusé, quoi. Eh, salut à toi, consommateur de produits numériques. Sois le bienvenu. Veux-tu quelques cacahuètes ou une de ces délicieuses? Sérieusement, de l'accro. On essaie de faire un truc un peu huppé et de l'accro. Bref, tu aimes l'univers de Mad Max ou encore de Fallout, le fantasme autour de la bombe atomique dans les films type Docteur Folamour ou même Wargame? Eh bien, ça tombe bien puisque cet épisode va être consacré aux dissuasions nucléaires. Alors, accrochez-vous bien à votre fauteuil parce que cet épisode, c'est de la bombe. Ouais, non, parce que du coup, la dissuasion, vu que c'est à base d'explosion, bah, cet épisode, bah, c'est de la. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Géopolitique de comptoir, un épisode qui va être consacré aux dissuasions nucléaires. Et je dis bien les dissuasions nucléaires et non pas la dissuasion nucléaire, puisqu'on verra qu'il existe différentes versions de cette dissuasion. Alors on va tout d'abord voir la naissance des doctrines et les moyens associés. On verra ensuite les grands principes de la dissuasion nucléaire et les États dotés d'armes nucléaires. Enfin, on s'attachera à essayer de voir les grands points de convergence et les points de divergence des différentes doctrines. Alors tout d'abord, un petit point, l'objectif n'est pas de débattre si avoir des armes nucléaires c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas le débat de cette vidéo. L'objectif c'est de partir du principe que ça existe et de voir à quoi ça sert. Mais avant de commencer, on va voir un petit peu de physique. Alors, pour fabriquer une bombe nucléaire, c'est très facile. Il suffit de projeter un neutron sur un atome d'uranium 235 qui va ensuite se diviser en plusieurs. Bon, je sais plus trop, mais c'est très facile. Et à la fin, surtout, il se passe ça. Ou ça. La bombe atomique apparaît en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux explosions au-dessus des villes de Hiroshima et Nagasaki contribuent à la capitulation du Japon. Cette arme dispose d'un potentiel de destruction inégalé, et à l'époque le débat n'est pas encore tranché si elle doit être considérée comme une arme classique donnée aux militaires ou bien une arme à part dont l'usage doit être limité. Ce débat va perdurer lors des premières années de la guerre froide, et ce n'est que lorsque la guerre de Corée va éclater en 1950 et que lorsque le commandant des forces américaines de l'époque, le général MacArthur, envisage de les employer sur les villes chinoises que le débat va être enfin tranché. En effet, le président américain Harry Truman refuse d'utiliser l'arme atomique sur les villes chinoises et décide que cette arme sera finalement une arme politique et qu'elle ne sera pas utilisée lors des conflits conventionnels. Dès lors, l'arme atomique devient une arme à part, bien qu'on ne sait pas encore dans quel cadre on doit l'utiliser ou laisser penser qu'on l'utilisera. La première approche doctrinale de l'utilisation de l'arme atomique est conceptualisée au début des années 50 sous la présidence de Dwight Eisenhower et de son secrétaire à la défense John Foster Dulles. Celle-ci consiste à nucléariser l'URSS si ce pays s'attaque à un pays du bloc occidental. Cette doctrine est rendue possible par le fait que les Américains disposent de la suprématie absolue dans le domaine au début des années 50. En effet, ils disposent de bombes atomiques et de bombardiers capables d'atteindre le territoire de l'URSS, là où cette dernière n'a fait son premier essai qu'en 1949 et ne dispose pas de vecteurs pour emporter la bombe sur le territoire des États-Unis. Cependant, la crédibilité de la doctrine Dulles va progressivement s'éroder au fil des années 50 avec le développement des missiles et des fusées capables d'emporter des objets dans l'espace et de retomber à n'importe quel endroit de la Terre. La phase visible et publique de cette course va être la course à l'espace où chacun des deux protagonistes, les États-Unis et l'URSS, vont chercher à prendre le dessus sur leur adversaire. Les États-Unis, bien que toujours en avance technologiquement par rapport à l'URSS, voient leur avance se réduire d'année en année. De plus, d'un point de vue purement diplomatique, la doctrine Dulles qui consiste à un tout ou rien n'est pas forcément appréciée des Européens qui ont peur qu'en cas d'agression d'un de leurs États par l'URSS, les États-Unis ne veuillent pas mettre leur sécurité en jeu et risquer de détruire toute la planète simplement pour défendre un petit pays européen. Ainsi, pour ne pas perdre en crédibilité et pour rassurer leurs alliés européens, les Américains font évoluer leur doctrine au début des années 60 grâce au secrétaire à la défense Robert McNamara. Celui-ci propose la doctrine de la riposte graduée qui consiste en différentes étapes de riposte en fonction du niveau d'agression.
C'est la première doctrine qui propose plusieurs scénarios, mais également les premières nuances apportées à l'emploi de l'arme nucléaire dans son approche conceptuelle. Bien que l'URSS n'ait pas réellement communiqué sur ses doctrines d'emploi d'armes nucléaires, au travers de la doctrine Sokolovski développée dans les années 50, l'URSS envisage une frappe préemptive surprise en cas de crise afin de détruire son adversaire avant que celui-ci puisse la frapper. Au milieu des années 70, le développement des armes nucléaires est tel qu'il devient impossible pour l'un des deux camps, les États-Unis et l'URSS, de l'emporter sur l'autre. Les deux camps disposent de plusieurs dizaines de milliers de têtes nucléaires et la destruction de l'autre est assurée quoi qu'il arrive, qu'on frappe en premier ou en riposte. Dès lors, on en arrive à ce qu'on va appeler de la doctrine de la destruction mutuelle assurée, où aucun des deux camps ne peut l'emporter militairement. Cette doctrine est illustrée dans le film Wargame, lorsque l'ordinateur fait un essai des différents scénarios de guerre nucléaire possibles. Mais avant d'en arriver à la destruction mutuelle assurée, les théoriciens ont réfléchi à l'usage que l'on pouvait faire d'une bombe nucléaire. Tout d'abord, faut-il s'en servir en premier, au risque de passer pour un agresseur, ou faut-il simplement s'en servir comme d'un outil défensif? Défensif qui, cependant, doit survivre à une première attaque pour assurer à l'adversaire qu'il sera lui aussi détruit en cas d'agression. Ensuite, est-ce qu'on doit cibler des villes et des populations comme cela a été fait lors de la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que l'on doit cibler les forces de son adversaire? Et là, ce n'est pas qu'une simple question de morale, c'est une question de moyens également. Est-ce que l'on est capable de localiser les forces de son adversaire et est-ce qu'on est capable de le viser suffisamment précisément? Ou alors, est-ce qu'on doit se rabattre sur ces villes pour détruire ces populations? Ces choix dépendent de vos moyens et également de certaines questions en fonction de vos intérêts. Alors, c'est très bien d'avoir une philosophie d'armes nucléaires ou de dissuasion nucléaire, mais pour la mettre en place, il faut avoir des moyens. Ces moyens, on va les appeler des composantes. Il en existe trois, et nous allons les voir dans leur ordre d'apparition, avec leurs points forts, mais aussi leurs faiblesses. La première composante de la dissuasion nucléaire à apparaître est la composante aérienne. Celle-ci est l'héritière des grandes formations de bombardiers anglo-américains qui vont bombarder l'Allemagne et le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la composante la plus facile technologiquement à mettre au point. En effet, il vous suffit d'une bombe à gravité, c'est-à-dire que vous lâchez du ciel, et d'un avion capable de l'amener au-dessus du point que vous souhaitez faire sauter. Première composante à être mise en service, les Américains construiront jusqu'à plus de 1000 bombardiers B-52 et le Strategic Air Command, la composante aérienne nucléaire américaine, comptera plus de 500 000 hommes dans les années 50. Les avantages de cette composante aérienne, c'est qu'elle n'est pas trop chère à développer comparativement aux autres, qu'elle est globalement réactive puisqu'on peut rappeler un avion une fois qu'il est en l'air et annuler une frappe nucléaire. Néanmoins, dans ses inconvénients, cette composante est vulnérable puisqu'on peut toujours abattre un avion en l'air ou même frapper ses bases avant qu'il ait décollé. La seconde composante à apparaître sera la composante terrestre, qui est composée de missiles qui seront stockés dans des silos ou emportés par des porteurs de type camion, voire des wagons, ou même des canons. Les missiles entreposés ont la portée nécessaire pour atteindre les territoires des pays adverses. L'avantage, c'est que dans des silos, ils sont relativement protégés ou dispersés s'ils sont sur des porteurs de type camion. L'inconvénient toutefois, c'est que c'est une technologie complexe à mettre en œuvre puisqu'il faut développer la capacité balistique et de disposer de vecteurs capables d'emporter une bombe suffisamment loin pour frapper son adversaire. Le second inconvénient, c'est qu'il reste quand même vulnérable en cas d'attaque massive sur les sites entreposant des munitions nucléaires. La troisième composante est la composante sous-marine, qui consiste en des sous-marins cachés au fond de l'océan, prêts à lâcher des missiles nucléaires. Ces sous-marins sont théoriquement indétectables et tapis au fond de l'océan, ils sont prêts à déclencher une frappe de riposte en cas d'attaque surprise sur son territoire. Ils sont la dissuasion ultime en termes de frappe en second. Toutefois, c'est la composante la plus complexe et la plus chère à développer puisqu'il faut disposer de bombes nucléaires, il faut disposer de missiles balistiques capables d'aller suffisamment loin, mais également de sous-marins silencieux et capables d'emporter ces armements nucléaires. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances nucléaires disposent d'une composante sous-marine, ce qui est bien le gage de leur crédibilité. Cette composante est en quelque sorte le full package de la dissuasion.
Alors, pour étudier une doctrine ou la dissuasion nucléaire, il faut savoir que celle-ci repose sur plusieurs principes fondamentaux. Le premier principe de fondamental, et le plus important de tous, c'est qu'une doctrine se doit d'être crédible. Ça ne sert à rien d'avoir le meilleur équipement ou le meilleur matériel au monde si personne ne vous croit. Ça ne sert à rien. D'autre part, chaque doctrine, chaque dissuasion comporte un aspect militaire et un aspect diplomatique. L'aspect militaire consiste à dire comment vous concevez une guerre ou comment vous comptez réagir à une agression. Quant à l'aspect diplomatique, il se voit plutôt comme un gage de garantie pour vos alliés ou non et un avertissement pour vos adversaires. Enfin, une doctrine nucléaire peut contenir un ou plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de contrer une attaque nucléaire, de prévenir toute attaque nucléaire en étant sûr que l'adversaire se prendra lui aussi une bûche nucléaire si jamais il ose attaquer. Il peut également servir à dissuader et contrer une attaque qui n'est pas nucléaire, c'est-à-dire une attaque conventionnelle sur un territoire. Enfin, dans un aspect moins militaire, la doctrine nucléaire peut assurer, ou la détention d'armes nucléaires peut assurer à un pays le prestige international, c'est notamment le cas de pays de puissance moyenne comme la France ou le Royaume-Uni, ou des enjeux de politique intérieure comme c'était le cas en Chine au milieu des années 60. Les États dotés de l'arme nucléaire se répartissent en trois catégories. On va retrouver tout d'abord les puissances majeures, suivies des puissances moyennes et enfin des puissances mineures. Les deux puissances majeures en termes d'armement nucléaire sont les États-Unis avec environ 7500 têtes nucléaires et la Russie avec environ 7800 têtes nucléaires selon les sources. Ces deux pays disposent des trois composantes nucléaires et sont capables de détruire plusieurs fois la planète avec leur arsenal. De leur côté, les puissances moyennes disposent d'un arsenal plus modeste allant de 200 à 300 têtes et cette catégorie va regrouper des pays comme la France, le Royaume-Uni ou la Chine. Ces pays ont fait le choix d'une dissuasion nucléaire dite minimale, c'est-à-dire offrant un maximum de protection, mais à un coût réduit. Enfin, les puissances nucléaires dites mineures disposent de moins de têtes, allant de 100 à 120 pour le Pakistan et de 90 à 110 pour l'Inde par exemple. A noter que cette petite nuance de 10 bombes de plus pour le Pakistan est relativement importante d'un point de vue géopolitique. De son côté, Israël, qui est le seul État à ne jamais avoir publiquement annoncé qu'il disposait l'arme nucléaire, serait doté d'environ 80 têtes. Enfin, pour clôturer la marche, la Corée du Sud disposerait environ d'une dizaine d'armes nucléaires aujourd'hui. Il y a donc 9 États qui possèdent l'arme nucléaire dans le monde, ce qui est peu au regard des environ 200 États qui existent dans le monde. La possession d'armes nucléaires est un club très fermé où chaque État membre n'a pas envie de voir de nouveaux membres arriver et contester leur domination dans ce domaine. C'est pour ça que les États dotés font tout pour empêcher que de nouveaux membres se dotent d'armes nucléaires. De plus, les doctrines des États dotés sont mises à jour régulièrement puisque quasiment tous les États ont fait des publications récentes depuis 2010 qui prennent en compte l'évolution du contexte international et mettent en place des nouvelles politiques de dissuasion qui peuvent évoluer par rapport aux précédentes. Alors, la nécessité de disposer d'armes nucléaires a fait longtemps débat, et surtout après la guerre froide. La question est, est-ce que ça sert encore une dissuasion nucléaire? Parce que ça coûte cher et il est difficile de mesurer l'efficacité de la dissuasion nucléaire dans une protection plus globale de sécurité. Cependant, on peut quand même partir du constat qu'aucun pays doté d'armes nucléaires n'a fait l'objet d'agressions majeures depuis l'invention de l'arme atomique. Enfin, on peut aussi se poser la question si l'Ukraine aurait eu autant de problèmes si elle avait conservé les armes nucléaires dont elle a hérité à la chute de l'URSS. La dissuasion nucléaire permet de se doter d'une protection supplémentaire d'agression de la part d'autres États. Et sur ce raisonnement basique, on peut tout à fait comprendre, même sans vouloir les légitimer, que des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord cherchent à se doter de ce type d'armement. Enfin, dernière question ou dernier principe de la dissuasion, il ne semble pas que ce soit le nombre de têtes nucléaires qui fasse votre protection. Ce nombre est plutôt lié à un facteur de puissance pour montrer que moi j'ai beaucoup de missiles, je suis très puissant, mais n'apporte pas plus de protection d'en avoir 200 ou 2000 ou 10 000. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays comme la France ou la Chine ont fait le choix d'avoir une dissuasion minimale, c'est-à-dire d'avoir la protection, mais sans que ça leur coûte trop d'argent. Alors, dans les grands points de convergence et points de divergence sur les armes nucléaires, le premier grand point de convergence, c'est l'approche de l'arme atomique. En effet, celle-ci est avant tout envisagée comme un outil de dissuasion et pas comme un outil de guerre.
L'objectif de la dissuasion, c'est que si elle fait bien son travail, eh bien, elle n'aura pas besoin de faire son travail. Et pour cela, des termes communs sont utilisés dans les différentes doctrines comme dommage inacceptable ou même souffrance. Le deuxième point de convergence et de divergence, c'est le choix de la frappe envisagée. Est-ce qu'il faut frapper en riposte à une attaque, qui est une posture plutôt défensive mais qui nécessite de disposer de moyens capables de survivre à une première frappe, comme évoqué précédemment, ou est-ce qu'on se réserve le droit de frapper le premier, ce qui est plus difficilement politiquement respectable. Et dès lors, dans les doctrines actuelles, si c'est moins souvent dit explicitement, même si implicitement on peut comprendre que certains pays se réservent le droit de frapper le premier. Enfin, les points de divergence sont notamment sur l'emploi de l'arme et qu'est-ce qu'on cherche à protéger. Certaines doctrines, comme la doctrine française, vont chercher à protéger ce qu'on va appeler des intérêts vitaux, une liste qui n'existe pas et qui est suffisamment floue pour laisser le doute à un adversaire sur sa volonté d'attaquer ou non ce pays. D'autres États, comme la Russie, ont choisi de dire qu'ils ne frapperont avec une arme atomique qu'en cas d'attaque nucléaire sur leur territoire ou d'invasion massive. Enfin, des doctrines encore plus limitées, comme celle de la Chine, décident de ne riposter avec une frappe nucléaire qu'en cas de frappe nucléaire. Cette posture est qualifiée de moins agressive. Alors faisons un petit tour d'horizon des différentes doctrines et des objectifs de chacune d'entre elles. Pour les États-Unis, première puissance mondiale, l'arme nucléaire est avant tout un outil de pouvoir et de domination. C'est pourquoi les Américains disposent de l'ensemble des composantes disponibles et cherchent à avoir la suprématie nucléaire sur l'ensemble des autres États d'un point de vue technologique. C'est pour eux un outil de puissance et de fierté. Les Américains n'envisagent d'utiliser leur armement nucléaire qu'en cas de nécessité absolue, puisqu'ils disposent normalement de la supériorité militaire sur l'ensemble de la planète aujourd'hui. Toutefois, lors de dernières déclarations en 2016, ceux-ci ont maintenu l'ambiguïté sur le fait qu'ils pourraient être amenés en cas de conflit à utiliser une arme nucléaire en premier. De son côté, la Russie, qui a hérité de la majorité de l'arsenal nucléaire de l'URSS, fait du maintien de ses composantes une question de prestige international qui lui permet de peser dans les décisions mondiales. L'arsenal russe peut sembler disproportionné au regard de sa puissance réelle, néanmoins, son prestige étant en jeu, c'est un objectif pour la Russie de se maintenir au même niveau, voire légèrement au-dessus de l'arsenal américain en termes de volume. La Russie, comme dit précédemment, n'envisage d'utiliser son armement nucléaire que lors d'une attaque nucléaire sur son territoire ou d'une invasion majeure de la Russie. Pour la France et le Royaume-Uni, la dissuasion nucléaire est un atout qui leur permet de rester une grande puissance sur la scène internationale et de maintenir un certain niveau de prestige après le déclin qui a suivi la seconde moitié du XXe siècle. Ceux-ci s'engagent à frapper tout agresseur potentiel qui s'en prendrait à leurs intérêts vitaux, une liste floue et non définie, afin de maintenir leur propre sécurité. De son côté, la Chine a développé son arsenal parce que, selon les mots de Mao Zedong, pour peser dans le monde, il fallait en avoir quelques-unes, alors la Chine en aura quelques-unes. C'était avant tout une histoire de politique intérieure et de donner aux Chinois le sentiment qu'ils étaient une grande puissance. La Chine dispose d'une des doctrines les plus défensives au monde puisque celle-ci ne s'engage à utiliser son armement nucléaire que de manière défensive en cas d'attaque nucléaire sur son territoire. Cependant, la doctrine chinoise évolue légèrement au fil des années, puisque dernièrement a été inclus le fait que les Chinois pourraient riposter avec une arme nucléaire en cas d'attaque sur les centrales nucléaires chinoises avec de l'armement conventionnel. Il est également à noter que la Chine est le seul État à augmenter son arsenal ces dernières années, afin peut-être de rejoindre le cercle des grandes puissances nucléaires. Du côté des puissances mineures, l'Inde a développé son arsenal nucléaire pour contrebalancer la puissance chinoise montante en Asie et a engendré ainsi le développement de l'arsenal nucléaire pakistanais qui lui a voulu contrebalancer la puissance indienne dans la sous-région. Ces deux puissances nucléaires ont un arsenal local qui n'est destiné qu'à un emploi régional et à des histoires de puissance régionale. Enfin, le cas des deux derniers États est assez particulier puisque pour la Corée du Nord, disposer d'un armement nucléaire ne sert qu'à assurer la survie du régime nord-coréen. Et pour Israël, qui n'est pas un État officiellement reconnu, c'est le seul État qui ne se sert pas de son armement nucléaire comme d'un outil de prestige, mais simplement pour assurer sa propre survie. En conclusion,
On peut voir donc qu'il y a bien des dissuasions nucléaires et que chaque dissuasion est propre à chaque État et à chacun de ses intérêts. Enfin, il faut surtout savoir qu'une dissuasion doit être avant tout crédible et que si elle fait bien son travail, elle n'aura pas besoin de faire son travail. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, qu'il vous aura permis d'appréhender cette thématique qui fait un peu fantasmer mais qui n'est finalement pas si complexe. Quant à Géopolitique de comptoir, il vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui cette fois-ci sera présenté par... Eh mais c'est moi ça! J'avais dit que je posais mes vacances, bordel!